Salut, je vais parler aujourd'hui du manga Look Back de Tatsuki Fujimoto, qui est donc un auteur qui a, on va dire, le vent en poupe, et ce manga précis qu'il a fait a vraiment été plébiscité de toutes parts lorsqu'il a été publié sur Manga Plus. Donc moi je l'avais pas lu à l'époque sur Manga Plus, mais là je l'ai acheté en version papier, vu que ça vient d'être édité par Kazé. Et ce que je vais proposer ici, c'est une analyse de mise en scène, donc de voir de comment Fujimoto utilise la bande dessinée dans tous ses outils de mise en scène, c'est-à-dire l'utilisation des cases, l'utilisation de l'espace de la page, etc., pour faire de la narration, voire de porter un propos à travers tous ces outils. De Fujimoto, moi j'avais lu uniquement Fire Punch, et j'ai pas encore lu Chainsaw Man qui a l'air vachement bien, mais donc c'est un auteur qui a tendance à faire du méta dans ses œuvres, mais forcément ici dans Look Back, comme ça parle directement de manga, du métier de mangaka, de ce que c'est de faire une bande dessinée, l'aspect méta a quand même, je trouve, une dimension particulière et différente par rapport à une BD de fiction plus classique, et c'est un peu ce qu'on va voir ici. Comme je l'ai dit, je l'ai lu en version papier, donc via la traduction officielle de Sébastien Luttmann, mais pour illustrer la vidéo, je vais utiliser des pages du site Scantrad, qui est donc une traduction officieuse qui a été faite avant la publication de Chikaze. J'utilise cette version uniquement parce que c'est plus simple pour moi que de prendre en photo la BD version papier, et que je n'ai pas non plus envie de racheter Look Back en e-book pour pouvoir avoir les scans officiels. Mais si à un moment j'ai besoin de lire un dialogue, un texte particulier, ben je lirai plutôt la version officielle et pas celle que vous avez sous les yeux à l'écran. Et aussi, dernier truc avant de vraiment démarrer l'analyse de mise en scène, évidemment je vais devoir aussi parler en partie de l'histoire, et que forcément l'histoire est sujette à l'interprétation et qu'on a chacun envie de pouvoir se réapproprier la manière dont on perçoit cette histoire. Évidemment, ce que je vais dire dans cette vidéo est juste mon avis, qui ne fiche pas du tout dans le marbre ou quoi que ce soit, mais ce que je dis là est également vrai pour ce qui est de l'analyse de la mise en scène, qui est aussi une interprétation personnelle de ce que j'ai l'impression que Fujimoto fait de son manga, via donc une analyse assez mécanique, assez formelle de ce que peut être une bande dessinée. Et en l'occurrence, moi ce que j'aime bien, c'est beaucoup me focaliser sur la gestion de l'espace que fait un auteur de sa BD. Et une partie de ce que je veux dire relève un peu du basique, mais c'est utile parfois de reposer des bases pour pouvoir ensuite montrer comment l'auteur utilise ses bases pour développer ça plus loin et pousser plus loin son concept. Et tout dernier truc, il vaut vraiment mieux avoir lu le manga avant de regarder la vidéo, parce que je vais spoiler largement, et je vais pas non plus prendre le temps de détailler chaque moment de l'histoire pour qu'on comprenne comment le récit se construit entièrement de bout en bout. J'ai vraiment me focaliser sur les points qui m'intéressent, même si je vais recouper quand même globalement le manga du point A jusqu'au point Z. Du coup, Look Back commence à l'école, en classe, où on apprend que les élèves participent à un petit journal hebdomadaire pour leur école, et c'est donc Fujino qui dessine le manga pour ce journal, et donc elle utilise comme forme de BD un strip vertical de 4 cases, qui est un format très précis qu'on appelle le yonkoma, et elle utilise ce format pour faire des petits gags. Et c'est intéressant parce que dès la deuxième page, en fait, l'auteur va vraiment pleinement nous faire comprendre qui est Fujino, en nous montrant son attitude physique et en nous montrant la manière dont elle réagit aux compliments de ses camarades de classe. On voit qu'elle joue une espèce de fausse modestie, qu'elle est un peu arrogante, qu'elle est très désinvolte aussi. Elle fait à moitié semblant de pas trop s'intéresser à ce qu'elle a elle-même produit comme dessin, qu'elle l'a réalisé très rapidement et tout ça, et donc on comprend qu'elle reçoit aussi une espèce de récompense sociale à faire ces mangas-là, parce qu'elle reçoit une reconnaissance de sa classe. Mais la présentation se fait aussi via la bande dessinée qu'elle a dessinée, où déjà on voit que son dessin vraiment, effectivement, qui est très dessin-écriture comme ça, c'est un dessin très jeté. On reçoit aussi la désinvolture de son caractère via son dessin, mais aussi via la mise en scène qu'elle utilise de ce premier yonkoma et aussi des autres qu'on verra après qu'elle a fait, où elle fait des ellipses hyper brutales qui accompagnent pas forcément très bien le lecteur, qui le prend pas vraiment par la main. Lorsqu'elle a besoin qu'un truc soit identifié dans une case, elle n'hésite pas à mettre une petite flèche avec indiqué à côté quel personnage on est censé voir à ce moment-là et tout ça. Donc voilà, quelque chose de vraiment très désinvolte. Tout ça est aussi une manière de nous présenter qui est ce personnage-là via son moyen d'expression qui va être central pour elle, c'est-à-dire la bande dessinée. Et donc sur sa page d'introduction, entre guillemets, le fait de nous présenter Fujino aussi bien par elle que par sa bande dessinée montre que c'est aussi bien important qu'on la comprenne via qui elle est directement que via ses mangas. Parce qu'on le verra plus tard avec sa première rencontre avec Kyomoto, qui pourtant ne connaît Fujino qu'à travers ses mangas, elle a quand même l'air d'être en fin de compte la personne qui a le mieux compris qui était au fond Fujino, ce qui peut montrer à quel point le manga de Fujino est une pleine expression de qui elle est. Et c'est d'ailleurs probablement pour ça que la petite feuille que tient Fujino en main et qui dépasse directement sur la page de journal qui est mise au fond, c'est à la fois pour nous indiquer que le strip que l'on regarde et la page qu'elle tient en main, bah c'est l'objet sur lequel a été imprimé ce strip, et donc ça c'est un truc un peu didactique de la part de l'auteur, et ça mélange aussi les deux compositions directement, et donc ça floute la séparation qu'on pourrait faire entre ces deux instances d'elle-même. Mais voilà, ensuite ce qui va faire basculer sa petite position de reine du manga dans sa classe, c'est l'arrivée de Kyomoto, qui est donc une élève qui est recluse chez elle, qui ne participe pas directement en cours, dont on suggère donc que
c'est une personne qui a des angoisses sociales qui fait qu'elle ne peut pas se retrouver comme ça en classe comme les autres élèves. Et donc Kyomoto va commencer à participer au journal et dans la section manga à côté de Fujimo, et c'est ce qui va enclencher leur relation qui commence uniquement par une interaction de manga à manga. Et donc la Fujimo, qui était pleine d'arrogance, tombe de haut et se rend compte que d'un point de vue technique de dessin, il existe des personnes plus douées qu'elle, on va dire ça comme ça pour le moment. Et c'est intéressant parce que donc via cette page de journal, on nous montre la confrontation entre deux personnalités aussi, avec d'un côté Fujino et tout ce que je disais qu'il y a de désinvolte dans sa bande dessinée, face à la bande dessinée de Kyomoto. Dans les dessins de Kyomoto, on voit quelque chose qui est davantage soigné, où il n'y a aucun humain, ce qui donc reflète bien son angoisse sociale. Aussi un dessin qui semble un peu plus obsessionnel au niveau du détail, le fait de dessiner tous les petits box de casier, le fait d'essayer de bien respecter la perspective, la manière dont les ombres s'opposent, d'un dessin plus géométrique aussi, mais qui pour autant n'est pas froid. Et ça aussi c'est intéressant. Mais là aussi c'est une occasion de dire vite fait que Fujino, elle prend ça comme un acte un peu violent comme ça envers elle-même. Et ce qui va la pousser à vouloir travailler son dessin davantage, ce qui donc est une bonne chose en soi. Mais que le récit nous montrera quand même par la suite que Fujino ne va pas non plus pour autant abandonner sa manière de dessiner. Même si on verra pas trop ce qu'elle fait en détail, elle gardera quand même toujours ce côté très désinvolte dans ce qu'elle fait, dans son dessin, dans son trait. Elle ne sera jamais dans un truc parfait de tout ce qui est anatomie et tout ça. Parce qu'être un bon dessinateur, c'est pas forcément avoir un dessin académique qui respecte bien la perspective, l'anatomie, etc. C'est deux visions du dessin différentes qui se valent pleinement l'une par rapport à l'autre et qui ont chacun leur force, quoi. Parce qu'il peut toujours y avoir, que ce soit via le lecteur ou via un dessinateur, une espèce de représentation de ce qui serait un bon ou un mauvais dessinateur. Un bon dessinateur étant quelqu'un qui est capable de faire des plans incroyables, qui sait jouer avec des effets de déformation, de perspective et tout ça, à la Murata, à la Kentaro Miura et tout ça pour citer des mangaka. Alors que des dessinateurs dont on peut ressortir les limites en termes de possibilités de dessin, on va dire. Il y a plein de dessinateurs genre Def Bagderf, etc. que je pourrais citer et que j'adore à ce niveau-là et que je trouve puissants dans ce qu'ils font. Et d'ailleurs, si les Trollface et tous ces dessins à la même internet hyper désinvolte fait sous Paint fonctionnent aussi bien, c'est parce que c'est des dessins puissants qu'on a envie de partager, que plein de gens peuvent se réapproprier et qui sont ultra efficaces dans ce qu'ils font. Et que donc, encore une fois, ce sont différents types de visions du dessin et même qui reflètent différentes personnalités et parcours de vie de dessinateurs et dessinatrices, mais où je trouve qu'il n'y a pas de hiérarchie à faire entre académique, non académique et ce genre de critères qui socialisent complètement ce qu'est la qualité d'un dessin. Et donc là, dans la mise en scène, Fujimoto, il met de nouveau la page du journal sur la droite, ce qui peut nous pousser à comparer mentalement par rapport à la mise en page précédente du journal. Et je dis ça aussi parce que cette page de droite va de nouveau être utilisée après aussi à nouveau pour le journal, et donc ça a une importance dans une évolution de narration de la part de l'auteur. Ici, sur le journal des CE2 qui est montré pleinement pour la première fois sur la page de droite, on ne va plus voir Fujino mélanger directement de la composition avec la page du journal, mais c'est au contraire séparé sur la page de gauche, et donc en concédant la moitié de la rubrique à Kyomoto, elle perd sa place hégémonique au sein du journal, et aussi sa place sociale en tant que reine du manga de sa classe. Et donc je trouve que de l'éjecter entre guillemets de la composition de la page du journal, plutôt que de la mélanger, représente bien cette situation, où elle s'est fait entre guillemets déposséder de ce qu'elle avait avant. Ensuite, Fujino, elle a pris un coup dans son orgueil et elle décide de pas se laisser faire, entre guillemets, et ce qui va donc la pousser à vouloir travailler davantage son dessin. Et là, juste une parenthèse que je vais essayer de faire rapide pour parler vite fait des types de transitions qu'induit la bande dessinée plus ou moins naturellement via sa gestion de l'espace. C'est tout simple en fait, dans les BD classiques, on va dire, donc pas les webtoons, qui sont donc sur des pages et des doubles pages, on peut retrouver différentes catégories de compartiments, on peut appeler ça comme ça, plus ou moins grandes quoi, donc il y a la case, le strip, la demi-page, parfois aussi si l'auteur met en valeur la demi-page en tant que telle, la page et la double page. Et donc ces différents compartiments d'espace de la bande dessinée vont pouvoir influencer et créer des opportunités pour les auteurs dans lesquels ils vont pouvoir intégrer des logiques de narration. Par exemple, la majorité du temps, quand deux cases sont directement alignées l'une à côté de l'autre sur la même rangée, on va nous montrer sur chacune de ces deux cases deux moments dans le temps et dans l'espace qui sont assez proches l'une de l'autre. Mais par contre, le passage d'un strip à un autre peut permettre, et c'est pas obligatoire, mais peut permettre d'enclencher plus aisément l'arrivée d'une nouvelle scène ou une plus grande ellipse entre ces deux cases qui se suivent dans l'ordre de lecture. Et par exemple, la dernière case d'une page, et encore mieux d'une double page, est un lieu propice pour conclure une scène, ou par exemple aussi mettre du suspense avec une porte qui commence à s'entrouvrir ou quelque chose comme ça. Et ça montre de quelle manière l'espace d'une BD va influencer la narration d'un auteur, que l'auteur va souvent se servir, même de manière très basique, de cet aspect-là, de cette caractéristique très importante de la bande dessinée, qui est donc la gestion de l'espace, pour pouvoir effectuer une narration efficace pour le lecteur. Après, tout ça peut être vu comme des formes de contraintes par l'objet qu'est la bande dessinée, mais ce sont surtout
surtout en fait des opportunités de narration que les auteurs peuvent venir exploiter. Ce que j'ai voulu souligner, c'est de dire qu'il y a des moments dans les pages qui offrent plus naturellement d'enclencher ce genre d'opportunités de transition. Et par exemple ici, on voit Fujimo qui va commencer à être dans sa démarche de vouloir progresser en dessin, et donc l'auteur va nous montrer 3 groupes de cases différents, 3 strips différents entre guillemets, pour nous montrer 3 étapes différentes dans sa manière de faire de la recherche de comment s'améliorer au dessin. Le premier strip qui est donc une seule longue case, on voit une recherche Google. Ensuite on voit un groupement distinct de 4 cases qui nous montre Fujimo aller dans une librairie pour acheter des livres et des sketchbooks et tout ça. Et typiquement sur ce milieu de page, on voit ce qui relie ces cases entre elles, à la fois le double groupement de 2 cases de même taille, et à la fois la première et dernière case de ce strip qui se font directement écho, et qui donc introduit et conclut cette mini-scène en soi, ce strip en soi, ce qui montre bien que chaque strip a une forme de petite indépendance en soi, que c'est un compartiment qui possède une mini-logique narrative intérieure, qui donc peut même posséder une introduction et une conclusion, mais les 3 strips ensemble forment un tout, celui de la page en soi, qui a une thématique précise, celle du début de l'entraînement de Fujino. 3 mini-scènes englobées dans une scène plus globale. Et enfin, il y a un dernier groupement de 3 cases qui nous montre Fujimo qui a tous les outils en main et qui commence à s'entraîner. Et donc ce groupement de 3 strips, bon c'est un peu évident dit comme ça, mais c'est quand même bien de le dire, c'est qu'ils sont bien séparés par l'épaisseur des gouttières. On voit bien que les gouttières horizontales qui séparent les 3 groupes de cases est plus épaisse que les gouttières horizontales qui sont à l'intérieur de ces groupes de cases. Et je précise ça aussi parce qu'on verra que l'auteur, et c'est pas le seul, utilise parfois l'épaisseur des gouttières pour indiquer une ellipse temporelle. Et donc juste après on a une double page où on a pour la première fois le plan de Fujimo qui s'entraîne de dos, qui est quasiment le plan principal, on va dire, de ce manga, qui va revenir le plus, où Fujimoto va faire une mise en page qui comporte uniquement au sein d'une même page que des cases de même taille. Le fait de répéter des cases de même taille plus le fait de garder des plans très fixes, ça permet dans un premier temps à Fujimoto de montrer au lecteur qu'on est dans une séquence de narration bien précise, qui est ici en l'occurrence le fait qu'entre chaque case, il y a une ellipse temporelle plus grande et anormale par rapport à la narration qu'il montrait juste avant. Et le fait d'introduire et de réserver à des moments particuliers ce type de mise en page, ça va lui permettre de instaurer des routines et des variations, des évolutions à travers son récit, et c'est assez intéressant. Et donc sur le premier groupement de 4 cases, on voit Fujino qui alterne entre dessin chez elle et dessin en cours, et comme ça devient instantanément le type d'angle de vue que l'on donne pour montrer que Fujino est en train de dessiner, même quand elle est en cours, le prof a beau parler des droites perpendiculaires, on comprend que Fujino est en fait en train de dessiner et qu'elle délaisse complètement le cours dans lequel elle est. Ensuite donc sur la page de gauche, on a un nouveau groupement, cette fois-ci de 6 cases, donc 6 cases par rapport à 4 à avant, et donc là ça permet au lecteur de faire un jeu de comparaison entre la page de droite et de gauche pour montrer que les cases se multiplient, et donc il y a une espèce d'idée d'intensification à la fois dans son entraînement et à la fois dans le temps qu'elle passe à pratiquer son dessin, avec le fait que c'est intéressant, mais ça c'est peut-être plus des habitudes de lecteur de BD franco-belge où les cases touchent beaucoup plus rarement les bords de la page. Ici l'auteur nous montre à la fois une séquence de 6 cases et à la fois les 2 cases sur le bord de gauche sont coupées, elles sortent de la page, ce qui fait que même s'il y a une répétition dans le dessin et une forme de case très semblable qui fait qu'on comprend le lien, ces 2 cases sont quand même plus courtes que les autres cases à côté, ce qui renforce aussi une impression que là on nous montre que 6 cases, mais que ça continue encore de se prolonger même en dehors de la page quoi. Si je vous montre en comparaison ces 6 cases, mais bien entourées de la marge de la page blanche autour, on peut voir que ça donne un effet différent de mise en scène, où il y a davantage une idée de quelque chose qui s'arrête, de quelque chose qui nous est montré pleinement. Aussi vite fait, ce genre de mise en scène, ça montre aussi qu'on peut relativiser l'idée qu'une BD ça se lit de manière linéaire, case après case, alors que sur ce genre de mise en page, je trouve qu'on a tendance à davantage prendre les cases comme des groupes que l'on analyse ensemble vraiment, sans devoir forcément passer l'une après l'autre dans l'ordre de lecture. Et sur la page de gauche, le lien qui s'opère grâce au fait qu'elles soient toutes dans des cases de même taille, et le fait que le strip du dessus et le strip du dessous soient chacun marqués graphiquement, c'est-à-dire au-dessus il y a Fujino de dos, et en dessous il y a la bibliothèque qui se remplit. Moi ça me pousse davantage à lire le strip comme un tout, de lire la double rangée en même temps, ce qui fait que les 2 cases tout à gauche, je les vois davantage sortir en même temps du bord de la page, plutôt que d'abord le strip du dessus et puis ensuite le strip du dessous. Et ensuite une nouvelle double page où cette fois-ci la séquence de cases de même taille va être étalée sur 2 pages plutôt que de montrer des séquences distinctes sur des pages séparées. Et donc là ça montre encore une fois une plus grande occupation de l'espace et donc de montrer l'importance que prend l'activité de Fujino. Ça plus le fait que les cases sont plus grandes que sur les séquences qu'on nous a montrées juste avant de ce plan là, plus le fait que via le calendrier et le changement de saison on nous montre un temps qui s'écoule et donc des ellipses de temps qui sont clairement indiquées comme étant plus grandes qu'avant. Et enfin le fait que Fujino n'est plus montré uniquement que dans sa chambre, au lieu de nous la montrer dans des environnements différents, ce qui donc enclenche la thématique du coût social que c'est de s'isoler à travailler son dessin comme un dingue. Et du coup on arrive sur la double page d'après, où il y a une amie de Fujino qui essaye de dire à son amie qu'il faudrait qu'elle arrête de dessiner en lui faisant bien comprendre
que ça a un coût social pour elle, qu'elle est mal vue, qu'elle sera encore plus mal vue quand elle sera plus âgée à l'école, de passer son temps seule à dessiner. Et après ces 4 pages de stricte répétition, cette nouvelle double page a une mise en page classique, donc on est de retour à un régime normal, de retour à la réalité entre guillemets. Mais Fujino est d'abord introduite premièrement au début de cette double page via 2 cases identiques et comportant un plan fixe pour montrer qu'on la sort de l'état dans lequel elle s'était plongée, immergée pendant les 4 pages juste avant. Et donc là vite fait, l'auteur nous montre aussi cet enjeu social via l'angle sur les visages, où l'ami de Fujino apparaît d'abord de face, tandis que Fujino, elle, est complètement de profil et recroquevillée sur sa feuille, où elle est toujours dans une répétition stricte du plan dans lequel elle est montrée. Mais après, l'ami de Fujino va donc avoir des arguments qui vont porter en elle, et donc Fujino va être montrée progressivement plus de 3/4, pour enfin sur la page encore d'après, elle nous est montrée cette fois-ci en fin de face par rapport à son ami, mais pour juste en dessous, en fin de compte, nous la remontrer complément de dos, donc de réinverser l'angle de vue, et donc de renforcer dans la tête du lecteur cette idée que ce plan de dos d'elle occupée de dessiner recroquevillée sur sa table à dessin, que ça montre aussi beaucoup une idée de solitude. Alors que juste avant, on pouvait peut-être être davantage dans une vision plus optimiste, on va dire, du truc. On se dit, ah waouh, elle s'entraîne à fond, elle a l'air passionnée, etc. Alors que là, cette mise en scène des angles de vue de son visage nous rappelle aussi à cette réalité de coup social. On passe un peu d'une idée de obsession passionnée à une idée de renoncement de quelque chose et de se détourner, littéralement, d'une vie qu'elle avait avant et de possibilités, même si l'auteur présente ça un peu comme un absolu, alors que, bon, dans les réalités, ça peut être beaucoup plus nuancé que ça, même si là, l'auteur prépare déjà de ce que c'est que de travailler pour un journal hebdomadaire et donc d'avoir une publication vraiment intensive et assez inhumaine à mon sens. Mais bon, disons-le, à travailler en tant qu'auteur ou autrice de BD n'implique pas forcément une abnégation pareille, même s'il y a bien souvent quand même une part de ça dans l'histoire. De toute façon, comme beaucoup de choix de vie, ce sont des sortes de pactes avec le diable, tu prends quelque chose mais tu renonces à autre chose en échange. Et donc là, ici, c'est la deuxième fois que l'auteur utilise une gouttière qui est de manière très identifiable pour le lecteur comme étant beaucoup plus épaisse que la normale, ce qui permet de bien conclure proprement et distinctement la scène montrée au-dessus et ainsi introduire une ellipse, une toute nouvelle scène juste en dessous, au sein de la même page. Si par exemple ces 2 scènes avaient été séparées sur 2 pages différentes, même en vis-à-vis, le simple changement de page aurait suffi pour marquer cette transition. Et donc sur la page en vis-à-vis, on voit la sœur de Fujino qui débarque et qui lui arrive de dos depuis la porte de sa chambre. Et là donc on peut aussi se dire que le plan de Fujino de dos qu'on voyait juste avant était en fait celui du point de vue de la sœur qui porte justement ce regard de voir Fujino solitaire sur sa feuille à dessin et qui donc essaye à sa façon de l'encourager à faire autre chose de sa vie. Et on va retrouver de nouveau à partie une mise en scène de visage avec Fujino qui va de nouveau être montré de profil de manière répétée, avec sur la page après Fujino qui va être uniquement montré de profil, sauf un moment qui va donc être là pour bien montrer le fait qu'elle commence à avoir des doutes sur ce qu'elle est occupée de faire. Et donc juste en vis-à-vis, on va revenir sur un écho de la toute première page du manga, avec une structure de mise en page de cases qui est très proche, la grotte case horizontale au-dessus, la grotte case verticale sur le côté et un groupement de cases sur la gauche, plus le fait que ce sont 2 pages qui sont placées du même côté gauche du manga. Donc ça c'est plus des indicateurs faibles parce qu'on n'a pas forcément ça en tête en tant que lecteur dans notre lecture fluide, mais en tout cas le plan très identifiable de la grotte case verticale, des élèves qui se passent le journal l'un après l'autre, ça normalement ça doit suffisamment impacter le lecteur pour qu'il mette en rapport ces 2 pages éloignées l'une par rapport à l'autre. Et là ce qui est intéressant donc c'est que Fujino va constater qu'elle n'a pas réussi à combler l'écart qu'il y avait entre elle et Kiyomoto, et ce que j'aime bien c'est que la page du journal de CM2 est montrée donc pour la 3e fois sur la droite, et comme pour la seconde fois, Fujino est de nouveau montré sur la gauche, et donc ça montre une espèce de truc de... Elle a beau avoir énormément travaillé entre ces 2 moments, elle reste quand même au même point, quoi. Il y a la page à droite, il y a elle qui constate leur écart à gauche, et que ça renforce vraiment cette idée d'inertie. Et d'ailleurs, bien plus tard, j'en parlerai, l'auteur va utiliser la répétition stricte d'une même page, sauf qu'il va inverser la place de la page entre droite et gauche, ce qui est donc pour montrer à la fois une répétition et à la fois un changement du coup. Contrairement à ici, où la place de la page est importante pour renforcer cette idée d'inertie et de travail de comparaison mentale que le lecteur va faire à travers sa lecture. Sachant qu'évidemment, je parle de jeu de comparaison mentale quand ce sont des pages éloignées, et pour moi, un des moteurs principaux de la BD, de la lecture d'une BD, c'est le jeu de comparaison que l'on fait entre les cases directement disposées dans un même espace visible. Donc on fait des comparaisons entre des tailles de cases, entre des dessins et tout ça, pour pouvoir simplement comprendre l'histoire tout simplement, mais aussi créer davantage de sens pendant sa lecture. Mais pour les pages plus éloignées, ce qui est pratique avec la BD, c'est que c'est facile de rembobiner entre guillemets, et d'aller revoir une page plus éloignée
qu'on a déjà lu pour pouvoir la comparer très facilement avec une page qu'on a occupé de lire actuellement. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide à faire que dans un film, et ça casse même pas, je trouve, la fluidité d'une lecture. Ça peut même faire partie pleinement de son rythme de lecture, de retourner en arrière quelques pages avant, quoi. Mais ici donc la différence c'est que Fujino sur la gauche, elle est plus montrée sur une grande case occupée d'être sidérée. Elle est montrée non seulement avec une expression beaucoup plus fermée, mais aussi dans des plus petites cases, donc pour montrer que le choc ici est vécu de manière différente par rapport à avant. Ou ça j'en parle assez peu, hein, mais les expressions que Fujimoto arrive à donner à ses personnages, c'est vraiment plein de délicatesse, c'est vraiment c'est superbe hein, en termes d'expression faciale et corporelle de ses persos, c'est vraiment c'est un grand dessinateur, hein, je trouve ça magnifique, c'est tellement délicat. Avec ici le bord de l'œil qui à la fois montre le petit morceau de chair là qu'on a, qui transparaît sur le côté de nos yeux, mais aussi une larme qui commence à perler et tout ça. Donc voilà, c'est très beau de jouer avec l'ambiguïté qu'on peut comprendre dans un dessin, dans des petits morceaux de traits quoi. Et donc ici Fujino dit qu'elle abandonne, on la voit de dos au moment où elle dit qu'elle abandonne, puis son ami la relance de face, on revoit Fujino de dos, avec donc son ami de nouveau comme sa sœur qui est occupée de la regarder d'une manière où on nous fait comprendre que ça représente de la solitude et un isolement, à la fois en tant que jugement du monde extérieur entre guillemets, et à la fois dans ce que peut ressentir Fujino. Et puis on tourne la page et là on voit Fujino qui s'est retourné vers son ami, et qui donc a décidé d'abandonner les dessins et de revenir vers un cours de vie sociale plus normal qu'elle avait avant. Et donc nouvelle page suivante, on a une nouvelle évolution de la gouttière plus épaisse qu'on avait vue avant, avec ici quelque chose d'encore plus fort, et donc en fait encore une fois de vraiment impacter visuellement pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans comment on peut comprendre le truc, et que donc voilà c'est une évolution de mise en scène progressive pour nous faire comprendre ici qu'on est face à la plus grande ellipse qu'on nous ait montré jusqu'à maintenant. Et c'est intéressant hein, si on veut parler un peu de vocabulaire vite fait, donc de la manière dont le vocabulaire aussi conditionne la manière dont on va comprendre un objet. Avant c'était par le fait de faire grossir l'épaisseur de la gouttière horizontale que Fujimoto nous faisait comprendre l'ellipse, tandis qu'ici, comme l'espace blanc n'est pas entre deux cases, c'est plus vraiment une gouttière quoi, c'est plus la marge de la page qui a été épaissie. Et donc se dire ça, c'est aussi un moyen de se rappeler que la gouttière qui sépare les cases, c'est un état particulier du fond de la page, mais que ce soit la marge ou la gouttière, ça reste du fond de page avec lequel l'auteur va pouvoir jouer, ce qui fera d'ailleurs un moment très beau d'une double page, avec un effet de neige sur lequel je reviendrai. Le fait de nous rappeler l'existence du fond de la page en lui donnant une fonction bien particulière dans la narration. Et c'est peut-être le moment de commencer à parler d'un peu de l'aspect méta qu'on peut voir dans ce manga. Ça peut arriver à l'esprit petit à petit quand on lit ce manga, parce qu'il y a des indicateurs plus ou moins forts dans l'indication que l'auteur veut nous donner de l'aspect méta. Le fait de voir Fujino par exemple dessiner avec son bic directement sur le bord d'une case, le fait de voir Kyomoto tenir un livre sur les décors en main, où il y a une espèce de reflet de notre propre vue de mains qui tiennent un livre en main, il y a une espèce de double POV comme ça. Et aussi rapidement ça peut être un enjeu dans une bande dessinée de représenter quelque chose de dessiné au sein d'une bande dessinée, et ici le parti pris de l'auteur a été de faire ces décors dessinés exactement comme les autres décors qu'il dessine pour ce manga, et donc c'est encore une fois une manière d'effacer un peu la frontière qu'il y a entre réalité et fiction, et de l'avoir les yeux qui brillent hyper émus face à ces dessins là, qui est donc une manière aussi de nous mettre en condition entre guillemets, je trouve, de nous émerveiller en tant que lecteur, et même pas forcément par rapport à ce manga en particulier, mais par rapport à toutes les bandes dessinées ou dessins que l'on peut regarder et lire, d'autant plus que Kyomoto donc elle est spécialiste dans le fait de dessiner des décors, les décors qui ont donc du background quoi, qui sont quelque chose qui sont dans le fond, qui peut davantage se mettre en retrait par rapport à des personnages dans ce qu'on analyse et fait attention dans un dessin de bande dessinée. Et donc le fait de nous essayer de revaloriser ça à travers les yeux de Kyomoto, c'est une assez jolie manière je trouve de chercher à nous dire, de nous émerveiller en tant que lecteur face à toutes ces créations incroyables avec desquelles on est abreuvé, et justement on est tellement abreuvé, on consomme entre guillemets tellement d'œuvres constamment qu'on peut tomber dans une espèce de routine et de perdre un peu, oublier parfois un peu cette fascination et admiration et d'être ému par l'application et la beauté avec laquelle un dessinateur a fait un décor. Et tout ça est bien sûr en lien avec le personnage de Kyomoto, de qui elle est, que c'est quelqu'un qui se met en retrait, en plus elle a le rôle d'assistant, c'est celui qui fait les décors, et donc il a pas son nom sur la couverture, mais donc c'est quelqu'un qui est moins valorisé, moins mis en avant de manière générale, que ça soit à l'intérieur de son travail au sein du manga, ou même de manière plus générale socialement, par rapport à l'auteur ou l'autrice principale. Et donc revaloriser les détails dans une bande dessinée, c'est aussi revaloriser les personnes comme Kyomoto par ricochet on peut dire. Donc voilà, ça c'est déjà un aspect un peu méta qu'on peut trouver dans le manga quoi. Mais même de manière plus générale, ça j'en ai un peu parlé dans ma vidéo sur Transmétropolitan, mais c'est un truc qui peut se retrouver dans plein de BD, même qui sont pas forcément dans un discours méta. Ce sont tout ce qui est le cadre dans le cadre d'une fenêtre,
une porte, ou même un bord de fenêtre ou un élément vertical qui va presque avoir une fonction de gouttière au sein de la composition d'un dessin et d'une case. Et donc c'est un peu une idée de représenter via le dessin, via quelque chose de directement dessiné comme élément faisant partie de la fiction, quelque chose qui va rappeler des codes de la BD comme des cases ou des gouttières, ou même des planches de BD entières. Et donc une fois qu'on s'est mis ça en tête, dans ce manga, on va devenir un peu parano comme ça, on se dit oh regardez il y a des fenêtres blanches étalées telles des cases de BD, des strips dans le décor, est-ce que ça signifie quelque chose, etc. Et que moi, l'impression que j'ai et ce que j'ai tendance à faire, c'est de me dire pour ce manga-ci, qu'effectivement parfois je trouve que l'auteur va clairement utiliser ce genre d'éléments méta entre guillemets pour porter un propos dans son manga, et je vais souligner quelques fois où je trouve qu'il a fait ça. Mais déjà bon, le fait que ça se passe en ville, bah forcément il va y avoir des formes rectangulaires, il va y avoir des fenêtres partout, même en ne voulant pas porter ce propos-là, ben forcément ce genre d'éléments vont se retrouver dans les décors, et que c'est pour ça que ce genre d'opportunité de mettre un cadre dans un cadre, ça peut être fait par plein d'auteurs, même quand ils n'ont pas du tout un discours méta. Il y a presque quelque chose qui tombe sous le sens en fait, dans une bande dessinée de faire ça. Mais du coup, plus généralement, dans ce manga précis, moi ce que je me suis mis en tête, c'est que la majorité du temps, même si l'auteur peut nous mettre dans une condition mentale où on va tenter de suranalyser, surinterpréter peut-être de simples fenêtres, par exemple, je trouve que plus que chercher forcément une signification précise, c'est plus justement la signification générale de cette recherche-là qui serait importante, de se mettre dans un état d'esprit de quelqu'un qui voit tout à travers le prisme du manga, et donc un peu comme si on était dans les yeux des héroïnes qui, elles, sont effectivement des personnages qui ont l'air vraiment de vivre, s'exprimer, de retransmettre leur expérience du monde grâce au manga, et donc forcément de retransposer leur quotidien et leur réalité dans du langage de bande dessinée, et que donc cet aspect un peu méta qu'on pourrait retrouver dans la mise en scène du décor, la majorité du temps, c'est quelque chose de beaucoup plus diffus que ça, et qu'encore une fois, donc plutôt que de chercher une signification précise, la majorité du temps, ce serait davantage pour moi de se mettre dans cette condition mentale amusante, de réenchanter le monde à travers les yeux d'une mangaka. Et la plupart du temps de manière presque gratuite comme ça. Ou par exemple ici on a Fujino qui a l'air de se déplacer derrière la fenêtre de case en case et qui a même passé littéralement une gouttière. Il y a littéralement une gouttière qui est dessinée. Après bon, gutter, je sais que c'est un mot qui est utilisé dans le lexique anglais de la bande dessinée, pour en japonais j'en sais rien. Mais voilà, au sein d'une case, il y a des petites cases qui sont mises et il y a une gouttière qui est mise au sein du décor d'une case, et donc voilà, c'est rigolo quoi. Un personnage d'une autrice de BD qui est montré dans la mise en scène, même dans son quotidien, comme si elle se déplaçait à travers une bande dessinée. Et encore une fois, ça montre une espèce d'état mental assez rigolo. Mais donc voilà, il y a Fujino qui se rend compte à quel point Kyomoto est à fond dans le dessin en voyant tous ses sketchbooks étalés dans le couloir. Et puis comme elle lui répond pas, elle voit un Yonkoma par terre et elle décide de dessiner dessus pour le glisser sous la porte de la chambre de Kyomoto. Et là, par exemple, typiquement, je trouve qu'on a une mise en scène qui appelle à une interprétation à la fois mélangée dans une compréhension de bande dessinée et de décor, avec Fujino qui voit le strip de 4 cases, et puis dans son moment de réflexion où elle le regarde et qu'elle a l'air de prendre la décision de vouloir dessiner dessus, il y a une lumière blanche rectangulaire qui est montrée sur le côté et que je trouve a l'air d'évoquer une espèce de truc où elle se projette dans ce strip, dans ces cases vides, où elle réfléchit à ce qu'elle va dessiner dessus. Et puis on la voit dessiner dessus et ça se voit mieux sur la version papier qui est plus contrastée, mais on voit son ombre qui est projetée directement sur le strip, donc elle commence à noircir, ce qui peut être vu comme un foreshadowing pour la suite. Et je le dis déjà parce que voilà, look back, il y a une idée donc d'aller-retour, de regard en arrière, et donc de choses qui se font écho à travers cette bande dessinée. Et ce moment de la case blanche de lumière mise sur le mur, ce sera mis en écho beaucoup plus loin, juste après l'enterrement de Kyomoto, où Fujino va de nouveau se retrouver chez elle devant sa porte, donc dans la situation initiale de leur première rencontre. Sauf que cette fois-ci, le rectangle de lumière sera inversé et sera mis par la fenêtre noire dans laquelle il fait nuit, et derrière Fujino. Donc il y a une double inversion, avec donc cette idée de quelque chose qui est maintenant derrière elle et qui s'est assombri, et plus une idée de case blanche à remplir et donc d'un avenir possible. Et plus en dessous de cette mise en scène qui fait écho, on va voir derrière Fujino 4 fenêtres noires qui évoquent clairement les 4 cases des strips typiques qui ont été leur première forme d'interaction, et qui encore une fois sont maintenant noircies derrière elle, de quelque chose qui s'est passé, qui est sombre et que c'est trop tard. Et du poids que va ressentir Fujino par rapport à justement cette première interaction de strip de 4 cases, parce qu'elle va commencer à culpabiliser en se disant que c'est de sa faute et que si elle avait jamais enclenché ce truc là, Kyomoto serait encore en vie à l'heure actuelle. Mais le fait que la culpabilité qu'elle peut ressentir face à ce deuil terrible, elle le canalise à travers le manga. Je trouve ça toujours aussi intéressant parce que ça montre à quel point tout tourne autour de ça constamment, tout le temps, dans leur vie à toutes les deux.
Et puis donc pour revenir en arrière lors de leur première rencontre, il y a le strip de Fujino qui glisse sous la porte, et ce qui va enclencher leur première rencontre et leur première discussion. Donc je trouve ça intéressant parce que c'est ces deux personnages qui communiquent et se comprennent à travers leur bande dessinée, et donc ça montre à la fois qu'elles arrivent à retransmettre leur personnalité et qui elles sont à travers leur travail, mais aussi que chacune d'elles, en tant que lectrice, même si surtout Kyomoto, là actuellement, arrive à comprendre l'autre uniquement à travers les bandes dessinées, parce que Kyomoto appelle Fujino une génie du manga, parce que contrairement aux autres élèves et même à Fujino elle-même, Kyomoto s'est rendu compte de toute l'amélioration qu'il y avait eu dans le travail de Fujino. Alors que Fujino avait abandonné, elle avait plus eu de retour positif de sa classe, etc. Mais Kyomoto, elle, à travers les strips de Fujino, elle a l'air d'avoir pleinement compris le parcours et toute l'abnégation que Fujino a mis à travers ses bandes dessinées. Kyomoto complimente Fujino en tant que personne, alors qu'elle ne la connaît que via ses mangas. Et donc voilà, cette scène, j'ai pas grand chose à dire dessus encore une fois, mais voilà, c'est extrêmement beau, c'est extrêmement bien dessiné, les expressions sont tellement touchantes, on voit Kyomoto qui est complètement à fleur de peau, on voit le moment où Fujino stresse parce qu'il y a le strip qui est passé en dessous de la porte, ces expressions sont juste trop belles, et après tout le détachement qu'elle essaie de garder face à l'afflux de compliments et l'excitation de Kyomoto, c'est vachement bien. Ou juste avant la scène de la pluie, qui est évidemment magnifique et déjà culte, on va voir Fujino se retourner, et donc revenir vers une idée de je continue quand même le dessin, grâce à ce que Kyomoto m'a dit, et envers tout le coup que j'ai vu que ça allait avoir dans ma vie via toutes les mauvaises expériences qu'elle a eues jusqu'à maintenant à cause de son abnégation dans le dessin. Et encore une fois, on peut voir un peu dedans une impression de quelqu'un qui décide de continuer d'avancer, qui décide de renoncer aussi, de laisser des choses derrière elle, et tout ça, on peut y voir pas mal de symboles. Elle commence à se retourner, et puis il y a la scène de la pluie qui est donc la première case étalée sur une double page complète, ce qui est donc important, comme un pacte de mise en scène, de réserver ce moment en particulier pour la toute première spread page de ce manga, qui est là pour servir en plus un dessin qui est sublime, cette position elle est incroyable, son expression elle est incroyable, vraiment en mode yes quoi, c'est tu ressens toute sa pression qui est relâchée, tout son moment de victoire absolue qu'elle occupait de ressortir à ce moment-là. Et puis on la voit sur son bureau, de nouveau recroquevillée sur sa page de dos, de retrouver à nouveau cette position-là, sauf que cette fois-ci, c'est mis pour la première fois sur une pleine page complète, et donc ça montre encore une évolution supplémentaire par rapport à avant, où là, cette fois-ci, c'est une pleine page, donc ça a pris pleinement la place dans sa vie, on le comprend parfaitement dans la narration et dans la mise en scène. Et donc la double page juste après, elle est introduite à nouveau par une grande page de Fujino occupée de dessiner, cette fois-ci en cours. Il y a les vacances qui ont passé, je sais pas trop, et donc là elle est montrée isolée en classe, isolée même sur le strip d'après par rapport aux autres élèves et tout, mais donc ce que je veux dire juste c'est que cette fois-ci la transition se fait parce qu'il y a une répétition de pages pleines avec deux mises en scène qui se font clairement écho l'une par rapport à l'autre, mais la transition temporelle cette fois-ci se fait aussi tout simplement par le fait de tourner la page, qui est aussi donc une utilisation possible et très courante pour un auteur d'exploiter l'espace que propose une bande dessinée pour pouvoir accompagner et servir une transition. Et donc Kyomoto et Fujino ont décidé de commencer à travailler ensemble, et elle décide une histoire courte à proposer au magazine Jump. Et donc cette fois-ci, on va de nouveau montrer ce plan de Fujino de dos occupé de dessiner, sauf que cette fois-ci, elle sera accompagnée de son ami, ce qui va donc atténuer l'effet de pesanteur que l'on pouvait ressentir sur Fujino, donc encore une fois le coût social, l'isolement et tout ça, qu'elle avait à travailler sur ses bandes dessinées. Et d'ailleurs, sur la double page après, l'auteur va de nouveau nous montrer une séquence de 8 cases de même taille étalée sur une double page, sauf que cette fois-ci, on va plus uniquement avoir le plan des personnes occupées de dessiner, on va aussi avoir des plans qui vont venir varier, avec des changements de perspective, des changements de lieu, et donc le fait de varier les plans, encore une fois, vient beaucoup atténuer la pesanteur que l'on peut ressentir normalement face à ces cases. Mais pour autant, grâce à la mise en page de cases identiques, ces images plus variées sont quand même pleinement intégrées par rapport aux cases de travail. Et donc cette plus grande légèreté va être montrée encore plus pleinement après que donc leur histoire ait été acceptée par le Shonen Jump, et puis en plus elles ont reçu le prix du concours, donc c'est génial pour elle, et elle décide de fêter ça en faisant autre chose que de dessiner à deux, où l'auteur va pour la première fois nous montrer une séquence de cases de même taille étalée sur une double page, mais avec uniquement des plans qui varient, des scènes qui varient, et donc de nous montrer deux copines qui passent un après-midi ensemble et qui s'amusent bien. Et donc de montrer que la routine qu'elles ont à deux ne se limite pas à faire de la bande dessinée, mais aussi à se créer une amitié de manière plus globale. Et du coup, toute cette compréhension est amenée entre autres par le fait de l'utilisation type de mise en scène, qui encore une fois donc l'utilisation de pages qui ne se composaient que de cases de même taille, qui étaient d'abord exclusivement montrées
pour les moments de dessin et maintenant qui est détourné pour autre chose, et donc ça nous pousse nous naturellement en tant que lecteurs à créer du sens à partir de ça, et que c'est génial de se dire que c'est sur base de formats de cases que l'on peut aussi créer des liens et des évolutions entre des scènes éloignées. Encore une fois, la gestion de l'espace est vraiment pour moi une clé vraiment essentielle. Et leur relation est assez jolie, hein, même en dehors de tous ces trucs de mise en scène. Le fait que Kyomoto soit vraiment quelqu'un d'hyper à fleur de peau, qui a tendance à être très sincère avec Fujino, là où Fujino est beaucoup plus pudique, et donc elle fait des blagues, elle est ironique et tout pour essayer de désamorcer les moments qui deviennent trop intimes, et que donc forcément il y a une idée de complémentarité, qu'elles apportent chacune l'une à l'autre, autant humainement qu'autant que compétence d'autrice de bande dessinée. Ce qui est logique vu que dans ce récit, l'auteur a l'air de vouloir nous dire qu'il n'y a pas à différencier les deux, que la personnalité d'une personne et son travail en tant qu'auteur ou autrice de BD sont chacun un prolongement de l'un de l'autre. Même les petites bandes dessinées que faisait déjà Kyomoto appelaient davantage à quelque chose d'intime par rapport à celle de Fujino qui justement, par la désinvolture, par les gags ironiques, montrait déjà une forme de pudeur que l'on pouvait deviner chez elle. Et puis ici j'aime bien la double page juste après où va de nouveau nous montrer une séquence avec des cases de même taille, sauf qu'ici c'est plus des groupements de 3 cases identiques qui se répètent 4 fois, et donc c'est une variante intéressante je trouve de la manière de montrer des séquences dans une bande dessinée. On rejoint cette idée de groupe de strips, sauf qu'ici c'est montré par des groupes carrés de 3 cases, où chaque case selon sa position va à chaque fois avoir le même rôle dans la scène qu'elle doit montrer, c'est-à-dire les deux occupés de travailler dans la chambre, les deux qui font une sortie ensemble, et la case sur le côté, leur publication, qui donc est juxtaposée aux 2 cases, à la case de travail strict et à la case de sortie, et donc de montrer que c'est la conjugaison des deux qui produisent ces œuvres pour lesquelles elles sont reconnues maintenant petit à petit dans le milieu du manga. Que leur intimité, leur force qui se retrouvent dans leurs œuvres viennent à la fois de leur travail conjugué, et de leur amitié de manière plus générale. Et ce que j'aime bien, c'est que l'auteur répète à travers ce manga des séquences très claires et très précises, mais toujours les variant suffisamment pour qu'on ne tombe pas dans une routine, et qu'on accompagne vraiment tout au long de notre lecture cette évolution progressive. Et puis donc elles ont 17 ans et le Shonen Jump leur propose de faire une série. Sauf que Kyomoto, elle, en fait, ce qu'elle aime, c'est apparemment avant tout dessiner et pas forcément uniquement faire du manga. Donc là où Fujino a l'air plus d'être dans une recherche de narration, de vouloir travailler pour produire des histoires, Kyomoto, son délire, c'est plus d'être dans le plaisir de recherche graphique, d'explorer des choses dans sa pratique du dessin. Et là, donc il y a Fujino qui, dans toute sa maladresse, va essayer de convaincre son ami de quand même rester avec elle pour continuer à travailler. Elle va le faire elle va essayer différentes stratégies, elle va pas très bien s'y prendre quoi. Mais ce qui est intéressant c'est que sa première approche était essayer de montrer de l'indifférence comme elle sait faire. Sauf que à ce moment-là on va principalement nous la montrer de dos sur cette double page. Et ce qui va donc directement faire écho à toutes ces pages où on la voit de dos occupée de dessiner et à la solitude qui lui pend au nez par rapport à ce mode de vie. Et donc on comprend bien que derrière cette désinvolture, on comprend aussi par la logique du scénario parce qu'on a un minimum d'intelligence émotionnelle quand on lit ce manga. Mais on comprend aussi par la mise en scène que l'enjeu de Fujino là est la peur de se retrouver seul quoi. Mais ça s'est pas passé comme elle voulait, du coup Fujino se retrouve seul, on la retrouve pleinement lancée dans sa carrière de mangaka, et l'auteur va nous remettre en partie des séquences de cases de même taille pour nous la montrer occupée de travailler. Et il donne un effet de mise en scène en 2 temps, ici Fujimoto, il montre d'abord ce plan sur une grande case pleine page, ce qui renforce vraiment une idée de solitude qui entoure ce personnage, et ensuite en vis-à-vis il le fait sur plusieurs petites cases, qui est donc là pour montrer une idée de répétition d'une solitude qui se répète à travers le temps. Et 2 pages travaillent main dans la main pour construire cet effet, et même quand on regarde les petites cases sur les côtés, on a toujours en vue périphérique la grande page de droite. Et puis aussi, maintenant, ou même depuis quelques temps, l'effet de répétition, à travers notamment par exemple cette grande image pleine page, elle se fait aussi à travers l'album et dans la mémoire du lecteur, vu que c'est un type de mise en page et de dessin qui est vraiment là pour marquer, donc cette idée de répétition qu'il n'a pas arrêté de nous mettre, elle se construit vraiment mentalement aussi à travers tout le manga, en plus des mises en page qu'on voit directement sous nos yeux. Et donc forcément ça permet au lecteur de s'impliquer dans la narration et de charger ces images d'émotions que l'auteur peut redéclencher facilement grâce à ce type d'image, et donc vraiment nous accompagner tout au long de la lecture. Et je trouve ça intéressant le fait que Fujino travaille face à une espèce de patchwork d'immeubles comme ça, qui est typiquement le genre de décor que Kyomoto avait l'air d'adorer dessiner. Et avant que Fujino n'apprenne donc la tragédie, on va nous la montrer occupée de travailler, et même uniquement que ça en fait, Fujimoto va nous montrer son personnage uniquement occupé de bosser sur ses mangas, et donc de complètement éluder tous les autres aspects de sa vie comme si elle ne faisait vraiment absolument plus que ça. Et du coup pendant tout ce passage, ça va être uniquement des cases muettes, mais qui comportent quand même du texte, parce que dans une BD, du texte n'est pas forcément égal à du son émis. Donc là il y a du texte via les mangas qu'elle a écrits, et puis surtout dans une case à part le 10 janvier 2016, qui va être le premier indicateur de ce qui va casser la routine de mise en page de cases de même taille. On voit qu'ici en fait il y avait les 6 cases
de même taille, mais au milieu le 10 janvier qui vient interrompre ce truc-là, sur un long strip qui traverse la page, entouré de noir et tout, donc déjà pour montrer une espèce de lourdeur qui arrive, et qui lui permet en plus d'introduire une mise en scène de texte qu'il va pouvoir réutiliser plus loin, pour avoir une mise en scène cohérente dans les moments de narration purement textuelle où il raconte cet événement, donc le fait de mettre des cases noires avec uniquement du texte dedans. Et puis sur le côté, sur la page de gauche, on a donc de nouveau une idée de rupture qui continue, avec une page qui est vraiment divisée en deux, avec d'un côté des cases qui forment des séquences de même taille, où Fujino est en train de dessiner de dos, et puis à côté une grande image qui est complètement hors case, qui n'a pas de gouttière de séparation, qui n'a pas de bord de case, et qui en plus est une image qui sort complètement de la page, et donc il y a vraiment une explosion par rapport à la structure à laquelle elle est juxtaposée. Et aussi au sein de la demi-page de cases qui forment des séquences, on va avoir une nouvelle itération de Fujino qui passe de la position de dos à se retourner, sauf que la rupture est d'autant plus importante parce qu'elle se fait au sein d'une mise en page de laquelle elle était autrefois vraiment préservée. Et plus le fait que ce retournement a l'impression d'être mis un peu au ralenti, en slow motion comme ça. Donc voilà, on sent que l'auteur a essayé de soigner ce moment-là de rupture de séquences desquelles il nous avait habitués, largement habitués tout au long du manga précédemment. Et donc ce qu'il faut souligner aussi, c'est que donc toutes ces séquences de cases de même taille, exclusives sur leur page, étaient aussi toutes des cases muettes, donc des cases qui ne comportaient pas du son, et que c'est bien le son ici qui va sortir Fujino de sa bulle, de son isolement du monde dans laquelle elle est habituellement quand elle est dans cette mise en scène là, parce que sur la double page d'après, on voit qu'en fait la télé était allumée, et le journaliste qui parle aux infos pour dire que l'attaque de l'école a eu lieu, dit je répète, donc on comprend qu'il avait déjà dit l'info juste avant, sauf que la BD permet avec fluidité en fait de ne pas indiquer forcément un son même quand il est présent, et par exemple dans une BD, on peut d'abord mettre un indicateur qui a de la musique, et puis complètement enlever cet indicateur là, quand l'auteur n'en a plus besoin, ou par exemple dans une ville, de choisir ou non de mettre qu'il y a des bruits de voiture, ou des bruits d'une foule, ou au contraire de complètement ignorer et mettre ça de côté, et puis peut-être le suggérer par le dessin uniquement. Et donc voilà, la BD est assez souple dans sa gestion du son, et dans la manière dont un lecteur va appréhender tout ça de manière très naturelle, sans forcément avoir l'impression qu'il y a une rupture, parce que tout d'un coup on n'indique plus qu'il y a de la musique. Ça peut se faire vraiment sans effort, avec beaucoup de fluidité, et donc l'auteur peut jouer avec ça. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, sur cette double page-ci, l'auteur sépare quand même sur deux pages différentes le moment où il y a le son et le moment de la réaction de Fujino, où il fait de nouveau disparaître complètement le son. Et donc là, il y a une ambiguïté qui est pas très importante à devoir vraiment fixer sur le fait que la réaction de Fujino sur la gauche peut se passer en même temps que l'information du texte qui est mis sur la droite, ou alors c'est elle qui continue d'être figée après avoir entendu cette information-là, et qui est donc comme abasourdie et qui donc n'entend plus les infos après avoir pris pleinement connaissance de ce qu'elle a entendu à la télé. Donc voilà, il y a une espèce d'ambiguïté de jeu là-dessus, même de temporalité en fait, qui est assez intéressante. Et donc ce jeu de son sélectif, l'auteur va continuer de le faire, parce que les moments où Fujino va être montré vont continuer d'être plongés dans le silence, qui va donc bien représenter son état de choc, et c'est elle-même qui va interrompre ce silence en se parlant à elle-même. Mais entre temps, l'auteur va quand même nous mettre deux doubles pages, où il va y avoir du texte, mais on voit bien justement que l'auteur prend soin d'isoler ces moments avec du dialogue et du son, par rapport au moment où il y a Fujino, pour bien laisser Fujino vraiment dans son silence et sa solitude. Et du coup, on va arriver sur une scène de flashback, le flashback qui va être introduit d'abord via un effet de vitesse qui augmente sur Fujino, qui zoome vers elle, et il continue d'être introduit également par la case tout en bas, où on arrive sur un décor extérieur et enneigé. Et l'auteur, pour nous indiquer qu'on arrive à une transition, il va faire que les flocons de neige grignotent les bords de cases, qui est donc un indicateur pour le lecteur qu'on n'est pas face à un type de scène normale et habituelle. Et puis donc, il va pleinement utiliser cette idée graphique de bords de cases grignotés par les flocons de neige sur la double page d'après. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelques pages avant, l'auteur avait déjà fait une case enneigée pour déjà commencer à introduire petit à petit cette idée qu'on va arriver sur une scène avec de la neige. Sauf que sur cette première itération, les bords de la case n'avaient pas été bouffés sur les côtés. Et donc on était face à un type de case complètement normal qui s'intégrait pleinement dans la narration du présent. Et du coup c'est bien le fait qu'il montre les bords de case grignotés sur cette seconde itération qui est un indicateur pour montrer qu'on arrive sur un type de scène qui est en rupture avec la scène présente qu'on voyait jusqu'à maintenant. Et donc juste après, sur la double page qui est très très belle, on va avoir un truc que j'aime vraiment bien, c'est que les bords de case et les contours de bulles vont être grignotés par les flocons blancs, ce qui donc va participer à donner déjà une espèce d'atmosphère différente, vraiment dure à décrire parce que c'est du langage de bande dessinée, presque du langage graphique. Ça exprime ce que ça exprime parce qu'on le voit tel quel, mais c'est dur de mettre des mots dessus. C'est pas complètement possible de retransposer ça avec des mots, je pense. Mais donc ça apporte une espèce d'ambiance vraiment particulière à cette double page, qui est vraiment très très belle. Une ambiance qui nous englobe pendant toute la lecture linéaire de cette double page, et qui montre encore une fois que le sens et l'émotion ne se créent pas uniquement dans la lecture linéaire, une case après l'autre. Où j'avais déjà vu ça dans March Comes In Like a Lion, où l'autrice avait aussi fait grignoter les bords de ces cases, mais plus par un effet de rayon de lumière qui traverse une pièce, et qui donc vient baigner un environnement de lumière, et pour faire ressentir cette ambiance particulière d'un endroit inondé par
par la lumière, et le tricks avait été jusqu'à faire que les rayons de lumière traversent aussi les bords de case, ce qui donnait donc vraiment une ambiance très très belle à ces scènes, je trouve, une ambiance vraiment d'intimité, de vraiment bien faire ressentir cette chaleur, et c'est une manière dont on ressent avec notre corps et nos yeux ce genre de moment. Donc là, Fujimoto fait ça, mais avec des flocons de neige, c'est vraiment cool, et je trouve que ça permet aussi de rappeler le contexte du noir et blanc. Selon la scène qu'on est occupé de montrer, la narration, on va pouvoir percevoir un noir et blanc, même avec des niveaux de gris, comme dans ce manga, mais différemment selon le contexte. Ici, le fait que ça se passe dans un environnement enneigé et que les flocons de neige se mélangent directement avec les marges et les gouttières blanches de la page, ça vient déjà revaloriser de manière différente et donner une existence, rappeler l'existence de la marge et du fond blanc, en lui faisant participer pleinement à une idée d'environnement et d'ambiance enneigée. Là où le fond blanc est d'habitude beaucoup plus neutre parce qu'on a tendance à l'oublier quand il n'est pas utilisé, justement, ce qui est la plupart du temps le cas. Et même sans aller jusque là, par exemple dans One Piece, quand ils sont sur l'île enneigée, c'est l'île de Drums je pense, le blanc est valorisé de manière différente parce que justement on est dans un environnement enneigé et donc on le perçoit différemment dans ce contexte précis. Et un autre exemple que j'aime vraiment beaucoup, que j'attendais un peu depuis longtemps de pouvoir citer, c'est dans une des dernières BD de Philip Forster, qui est donc un auteur connu pour ses BD en noir et blanc, publié chez Fluide Glacial notamment. C'est donc un auteur, si on est habitué à lire, on est très habitué à son noir et blanc très tranché, très angoissant et tout. Mais là dans une de ses dernières BD, il a créé un univers, un monde, où il y aurait une bombe atomique qui aurait commencé à exploser, mais au moment où elle commence à se former, le temps s'est arrêté autour de cette explosion atomique, ce qui fait qu'au milieu de la ville, il y a une espèce de champignon atomique figé qui est constamment là. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que dans cette histoire, le noir et blanc de Philip Forster, qu'on peut très bien connaître, est valorisé d'une différente manière, parce que tout d'un coup, on a l'impression que ce noir et blanc montre une espèce d'éclairage d'explosion atomique, que toute la ville est constamment éclairée à la lumière d'une explosion atomique, et que donc ça valorise et donne une nouvelle dimension angoissante à son noir et blanc. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Mais du coup, pour cette double page de look back, ce que je trouve cool aussi, c'est que l'auteur a aussi décidé de faire grignoter ses contours de bulles, ce qui participe donc forcément à l'ambiance globale, on prend tout ça comme un tout, mais aussi pour les dialogues plus précisément, ça donne aussi un ton particulier aux personnages, en fait, à leurs paroles, peut-être renforcer une idée d'intimité, enfin on peut le ressortir de plein de manières différentes, je pense, on peut se réapproprier ça comme on veut, Mais la bande dessinée, donc, elle n'a pas de voix, même si les auteurs vont pouvoir, à travers leur bande dessinée, à travers des astuces, pouvoir donner une dimension, de donner des tons et des voix différentes à leurs personnages. Et donc voilà, encore une fois, je pourrais essayer de m'efforcer à mettre davantage de mots dessus pour essayer de m'expliquer, mais c'est quelque chose qui, je trouve, se ressent pleinement par la mise en scène de bande dessinée, et fonctionne très bien en tant que tel, et justement, par ce genre de mise en scène vraiment forte, l'auteur arrive aussi à porter son propos de dire « Regardez mes personnages d'autrices qui s'expriment pleinement par le dessin, qui sont vraiment un prolongement d'eux-mêmes, une manière pour elles de s'exprimer d'une manière qu'elles pourraient pas le faire autrement. Et moi-même, Fujimoto, en tant qu'auteur, je le fais aussi à travers mon manga, dans des astuces de mise en scène, de dessin et tout ça, que j'arrive à exprimer quelque chose, une intimité, à vous toucher au cœur, parce que c'est une BD qui a bouleversé, qui a remué pas mal de gens, de ce que j'ai vu, et que l'auteur arrive à le faire par des moyens de mise en scène de bande dessinée, par des moyens poétiques, qui passent pleinement par l'exploitation très sensible et très astucieuse de son médium, quoi. Et après ce moment-là, on a cette double page-ci, où il va y avoir une grosse contre-plongée sur Fujino, ce qui permet donc de laisser voir au-dessus d'elle le plafond qui est formé de rectangles blancs qui peut évoquer des cases de bande dessinée éventuellement. Et là, ça pourrait éventuellement faire sens, parce que ça, j'en avais parlé bien avant de la vidéo. Le fait que quasiment juste après, on va nous montrer via les fenêtres 4 cases noires qui ont aussi l'air de venir écraser Fujino, et que donc, encore une fois, Fujino va canaliser sa tristesse, son deuil, sa culpabilité via le manga et via le fait qu'elle a entraîné son ami à faire du manga. Et que tout ça s'est passé donc avec un Yonkoma, donc un strip de 4 cases, et qu'entre ces deux images-là dont je parle, il y a l'air d'avoir une double évocation de cases de BD qui viennent écraser, qui viennent donc mettre un poids sur ses épaules et sur son dos, avec une idée aussi de se remémorer le passé et que c'est ça qui vient l'écraser. Et on peut aussi ajouter à cette analyse-là le fait d'avoir mis le téléphone qui chute vraiment juste au-dessus de sa tête. Je vais pas revenir complètement en détail dessus, mais en gros, montrer une chute dans une BD au-dessus de la tête d'autres personnages peut avoir un impact de la mise en scène, de leur ressenti, de trouver ça bizarre, et c'est pour ça que parfois des auteurs vont privilégier le fait de montrer une chute en bas de page pour renforcer cette impression de quelque chose qui tombe sur le sol, parce que là la juxtaposition entre l'énorme téléphone et sa tête juste en dessous peut donner une impression ici complètement voulue de quelque chose qui lui tombe effectivement pleinement dessus, et donc quelque chose de symbolique et de logique par rapport à l'espace de la page, mais pas forcément logique par rapport à la physique du monde en soi. Et pour revenir à la fenêtre noire, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est introduite aussi juste avant de la fenêtre au-dessus, tout à droite, donc en début de lecture de cette case, mais qu'elle a été aussi introduite juste avant via une grande case noire qui finissait au contraire la
la scène. Et donc on voit aussi comment l'auteur met une grande case noire, donc qui peut évoquer plein de choses, de tristesse, de vide, etc. Tout en s'en servant aussi pour faire des transitions entre deux doubles pages un peu éloignées. Donc voilà, quelque chose à la fois de mécanique et qui à la fois porte un sens, un propos, une sensibilité. Et par rapport à cette culpabilité qui vient du manga, justement, je trouve ça intéressant que le tueur de Kyomoto formalise sa colère, se sert d'excuses ou je sais pas trop, mais en se servant du dessin comme élément déclencheur pour le pousser à faire un meurtre de masse. Et qu'encore une fois, l'enjeu reste tout le temps focalisé de manière vraiment obsessionnelle, toujours autour du dessin. Et pendant l'attaque, je trouve ça aussi intéressant que ça commence donc avec des cases bien perpendiculaires et horizontales classiques qu'on a vu pendant tout le manga, et entrecoupées des moments de texte qui sont donc vraiment purement descriptifs, quelque chose de très froid, très factuel sur les événements qui sont passés, et qu'après ces cases textuelles vont disparaître au profit de cases mises en oblique, et que pendant tout le manga on avait eu une seule fois où il y avait eu des cases en oblique, et que ces doubles pages où il apparaît tout d'un coup une structure, une composition globale mise avec des cases obliques, c'est vraiment là pour marquer le coup, et ça montre encore une fois de quelle manière l'auteur va réserver et impacter via des mises en scène atypiques au sein de son propre manga, pour valoriser à la fois cette mise en scène et le moment qu'elle montre. Et aussi que comme on peut s'imaginer que ce passage là c'est en fait Fujino qui est occupé de se refaire l'histoire d'une réalité alternative basée sur la dernière case du manga qu'elle a publié, où il y a le requin qui débarque de la même manière qu'elle va débarquer dans cette réalité alternative. Le fait que ce soit elle en pensée qui s'imagine ça à partir de son manga d'action, ça peut faire plus ou moins sens que la mise en scène soit montrée avec des cases obliques par rapport à avant où on était plus dans un truc de tranche de vie, et donc avec une mise en page qui comporte des cases bien parallèles les unes par rapport aux autres, et que comme son fantasme repose sur des codes de manga d'action, c'est logique de retrouver de la mise en page des codes de manga d'action tout simplement, et que ça pousse encore plus loin ce délire de se dire à quel point Fujino réfléchit et retranscrit le monde du point de vue d'une mangaka, et que ce qu'elle s'imagine dans sa douleur et sa tristesse part d'un manga, et elle se l'imagine en plus sous forme de mise en page de manga. Et sinon aussi dans ce passage où on voit la réalité alternative qu'aurait pu vivre Kyomoto, ça j'avais vite fait évoquer avant, c'est qu'on va avoir une page jumelle par rapport à une page vue précédemment, sauf que cette fois-ci elle sera inversée de place de droite à gauche, et que c'est aussi là pour montrer qu'on n'est pas dans une stricte répétition des événements d'avant, mais au contraire on est dans une variation, et que c'est intéressant de se dire que juste l'emplacement de gauche ou droite d'une page permet de montrer déjà une variation, ou au contraire une fixité, comme j'avais montré avant avec la page du journal. Et du coup j'ai rapidement parlé de la fin, sans trop entrer en détail, même dans la mise en page ou quoi, je pense pas vraiment que ça soit utile. Avec ce tout dernier dialogue et cette scène très belle que je citais ici, honnêtement les mangas, moi j'ai jamais aimé dessiner ça. Y a rien de fun, c'est juste lourdingue, et pas glamour en plus. On a beau gratter des journées entières, jamais on en voit le bout. Franchement, mieux vaut se contenter de les lire. Les dessiner c'est pas humain. Si tu penses ça, Fujino, pourquoi tu dessines ? Et puis le reste du manga restera complètement muet, et ici on a une double page qui répond à la question en montrant de manière magnifique toutes les émotions à travers laquelle passe Kyomoto en lisant ce premier script de Fujino, et que comme Kyomoto a plusieurs fois été montré en tant que métaphore aussi du lecteur, vu que c'est la première fan de Fujino, qu'elle a ses épisodes préférés, qu'on l'a fait maintenir le livre avec un POV, et puis ici, la réponse de Fujino, pourquoi elle faisait ça, c'était parce qu'il y avait Kyomoto. Et la réponse plus globale qu'on peut donner à travers ça, c'est parce qu'il y a les lecteurs qui peuvent vivre des émotions incroyables grâce au mangaka. Et que là, Fujino voit quelqu'un en face d'elle qui est bouleversé, déborde de bonheur en lisant son découpage. Et ce qui est évidemment ici terriblement tragique, c'est que Fujino se retrouve malgré tout seul. Et ce qui est terrible aussi avec Fujino, c'est que on nous a jamais montré qu'elle était vraiment fan de manga, ou même qu'elle avait une bibliothèque remplie de manga chez elle ou quoi que ce soit. Et même Kyomoto, qui semblait la plus passionnée des deux, elle a bien dit que c'est par les circonstances, par le fait qu'elle s'est retrouvée seule, qu'elle a commencé à dessiner par ennui, et qu'il y a un peu ce côté de vide, que c'est pas au mode d'une passion qui les brûlait, qui les a amenés à faire du manga, non, c'est un peu les circonstances de la vie qui les ont amenés à faire ça, et que là, Fujimo, les circonstances c'était Kyomoto, et que cette raison initiale est définitivement partie, et que comme on nous a pas présenté d'autres bases solides sur lesquelles reposait son travail de mangaka, à ce moment-là du récit, elle a vraiment l'air de se retrouver démunie et avec plus rien dans les mains, quoi. Et puis finalement, on va voir Fujino se retourner une toute dernière fois, et en fin de compte, continuer à travailler sur ses mangas, et en même temps, cette dernière page, c'est effectivement une case typique de Fujino occupée de travailler. En même temps, vu que la BD, elle montre des images fixes, et elle peut éliminer le son si elle en a envie, ici, en fait, Fujino a l'air à la fois de dessiner, et à la fois, en fait, d'être effondré sur son écran, et qu'il y a un peu ces deux réalités qui se côtoient sur cette dernière page, et c'est assez tragique, quoi. Mais du coup voilà pour l'analyse de mise en page que je propose de ce manga, c'était pas exhaustif évidemment, ça l'est jamais. C'est marrant parce que, en fait, pour donner vite fait mon avis sur ce manga, c'est vrai que ça m'a pas
Ça m'a pas autant parlé que ça aurait dû me parler, étrangement. Et pourtant, moi, je suis quand même à fond hein, quand je lis une bande dessinée. Et c'est même pas dans une idée de oh là là, il analyse techniquement les choses et donc il se détache de ses émotions et tout ça. Ça n'a absolument rien à voir. En plus, là, je m'étais vraiment laissé aller dans ma lecture. Évidemment, j'avais repéré des trucs de mise en scène, mais ça participe aussi à mon plaisir de lecture de manière générale quand je lis une BD. Mais ici, autant, je trouve vraiment ce manga vraiment, vraiment génial et très particulier. Pour autant, je sais pas pourquoi ça m'a pas plus transporté que ça. Mais je sais pas, je sens comme si j'aurais dû être plus bouleversé et touché que je ne l'ai été. Que le manga n'a pas réussi en fin de compte à me transporter autant qu'il aurait pu et dû me transporter. Mais bon voilà, c'est comme ça n'enlève rien à ce qu'est ce très beau manga. Et puis il peut aussi y avoir des parts de hasard qui font qu'on va être plus ou moins touché par une œuvre. Et même notre disposition mentale du moment, de la semaine qu'on vient de passer, de la journée qu'on vient de passer ou peu importe, va aussi influencer la manière dont on va apprécier notre lecture. Et qu'il y a plein d'éléments autour de cette lecture qui vont aussi participer à notre ressenti quoi. On verra, ce sera différent lorsque je relirai ce manga plus tard. Et du coup voilà, je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager la vidéo, ce serait cool. Je vous remercie pour votre temps de cerveau et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.